Donc, comme vous le savez très bien, le syndrome de Budd-Chiari est l'ensemble des manifestations résultant d'une obstruction des voies de drainage veineux hépatiques. Alors, ces voies de drainage hépatique sont représentées par les veines sus-hépatiques et la veine cave inférieure suprahépatique. Il en résulte un syndrome d'hypertension portale par bloc sus-hépatique. Bien sûr, la maladie veino-occlusive qu'on appelle actuellement syndrome d'obstruction sinusoïdale et toutes les pathologies cardiaques, notamment la péricardite constrictive, ne font plus partie de la définition du syndrome de Budd-Chiari. Donc, pour qu'il y ait manifestation clinique au cours du Budd-Chiari, il faut qu'il y ait au moins 2 veines sus-hépatiques occluses. Là, on va avoir un ensemble de manifestations. D'abord, un syndrome phlébitique qui va se manifester par des douleurs abdominales, donc des hépatalgies, de la fièvre, un syndrome inflammatoire. Une élévation de la pression sinusoïdale, c'est normal puisqu'il y a un obstacle en amont, donc il va en résulter une hépatomégalie, donc congestion hépatique, une ascite, une hypertension portale. Donc l'apparition d'une circulation veineuse collatérale qui est intrahépatique, comme vous voyez ici, donc une circulation veineuse collatérale intrahépatique et extrahépatique, notamment au niveau de la paroi abdominale, qui se manifeste par la circulation veineuse collatérale. Autre conséquence de l'obstacle veineux sus-hépatique, c'est l'ischémie hépatique, notamment lorsqu'il y a obstruction aiguë des 3 veines sus-hépatiques en même temps. Donc il va en résulter un syndrome d'insuffisance hépatocellulaire. Alors cette insuffisance hépatique est potentiellement réversible selon la rapidité d'installation de l'obstacle et l'éventuelle reperméabilisation par la suite, spontanément ou sous traitement, d'une veine sus-hépatique. Donc, en plus de ces phénomènes d'ischémie hépatique, il y a des phénomènes de remodelage hépatique, comme vous le voyez ici. Donc, une hypertrophie d'un segment du foie, atrophie d'un autre segment, notamment ce qui est plutôt typique enfin pas typique, mais fréquent au cours du Budd-Chiari, c'est l'hypertrophie du segment 1, et aussi des troubles de la perfusion hépatique qu'on va voir avec plus de détails tout à l'heure, et avec le docteur Pharaon. Donc nous pouvons avoir aussi au cours du Budd-Chiari, du fait de l'hyperartérialisation hépatique, des nodules de régénération qu'on appelle nodules pseudo-HNF. Alors, 3 formes cliniques. Il existe des formes asymptomatiques, qui sont rares, autour de 10%, en fait, qui sont dues à la rapidité d'installation d'un réseau de circulation veineuse collatérale intrahépatique efficace. Donc, plus vite le patient va créer des shunts pour dévier cet obstacle veineux, moins il aura des manifestations cliniques. Il y a aussi la forme aiguë ou subaiguë qui peut être fulminante. Donc, le Budd-Chiari est une cause d'hépatite fulminante. Donc là, le patient va se présenter avec plutôt des douleurs abdominales, une hépatomégalie congestive, ascite, œdème des membres inférieurs, ictère, cytolyse supérieure à 5 fois la normale et autres perturbations du bilan hépatique. La forme chronique, vue dans la moitié des cas, il faut dire que en pratique chez nous, les patients sont vus dans la grande majorité des cas déjà au stade de Budd-Chiari chronique. Alors, ces formes cliniques déterminent le pronostic. Alors, il est dit dans les différentes études que la forme subaiguë, qu'on appelle aussi aiguë sur chronique, a le plus, disons, mauvais pronostic. Donc, un pronostic péjoratif. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 2 veines obstruées et vient se surajouter une obstruction de la 3e veine hépatique, ce qui explique le pronostic péjoratif. Donc, quelles sont les situations qui doivent nous faire évoquer ce diagnostic? Donc, lorsque vous avez un patient avec une ascite, une hépatomégalie et des douleurs de l'hypocondre droit, donc des hépatalgies, pensez au syndrome de Budd-Chiari. Lorsque vous avez un patient qui présente une ascite réfractaire, avec d'un autre côté ou contrastant avec des fonctions hépatiques relativement conservées, là aussi, il faudra penser au Budd-Chiari. Autre situation, des anomalies du bilan hépatique chez un patient qui présente une pathologie thrombogène connue. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un malade qui est suivi en hémato pour syndrome myéloprolifératif ou pour hémoglobinurie paroxystique nocturne et il vous vient pour cytolyse, ictère, donc perturbation du bilan hépatique. Là, pensez au Budd-Chiari aussi.
Il y a aussi les hépatites fulminantes avec hépatomégalie et ascite, parce qu'en général, ça s'accompagne plutôt d'une atrophie hépatique. Et enfin, toute hépatopathie chronique ou cirrhose avec bilan étiologique habituel négatif. Donc un patient qui présente une cirrhose avec virus négatif, auto-immunité, bilan martial, bilan cuprique, autres maladies métaboliques, Wilson et tout ça négatif, pensez quand même à cette affection. Et c'est très simple, il faut réaliser un Doppler ou un angioscanner par un radiologue référent. Alors voici quelques anomalies radiologiques, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça va être présenté par le docteur Pharaon, donc thrombose veineuse chronique, circulation veineuse intrahépatique au Doppler. Bien sûr, le diagnostic est facile, donc l'échodoppler seul permet de retenir le diagnostic dans 87 à 90% des cas, mais ça reste un examen opérateur dépendant, ce qui fait toute la difficulté du diagnostic, et c'est ce qui fait que nous avons redressé le diagnostic chez beaucoup de nos patients qui étaient considérés comme cirrhose cryptogénétique jusqu'au moment où on a commencé à s'intéresser à cette pathologie, Dr Pharaon et moi. Donc, parmi nos patients, sur les 115 patients colligés, 25% étaient suivis pendant des années pour cirrhose cryptogénétique. Donc en fait, il faut vraiment que l'examen soit fait par un radiologue averti. Alors quelques anomalies au scanner, là aussi je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça va être bien détaillé par Pharaon. L'IRM aussi. Donc le diagnostic, vous l'avez bien compris, il est radiologique devant certaines situations cliniques évocatrices. Donc l'échodoppler en premier, en général il permet de faire le diagnostic, mais en général on a toujours besoin d'une iconographie, donc on fait un scanner ou une IRM. Alors il est préférable de réaliser une angio-IRM parce qu'elle est moins irradiante que l'angioscanner. La mise en évidence de l'obstruction veineuse, donc argument direct ou indirect en faveur du diagnostic, nous permet donc ces éléments ou les résultats de ces examens suscités permettent à eux seuls de poser le diagnostic de Budd-Chiari, mais lorsque les arguments sont insuffisants, donc dans certaines situations cliniques où on ne voit pas la thrombose des veines hépatiques par exemple, on aura recours à d'autres examens, notamment l'opacification en vénographie, où alors cette vénographie est actuellement, en fait les examens là qu'on a cités sont tellement performants actuellement que aussi bien la vénographie et la biopsie hépatique ne font plus partie de l'arsenal diagnostique de cette affection. La biopsie hépatique est réservée uniquement au cas de Budd-Chiari par atteinte des petites veines hépatiques intra-hépatiques. Donc les veines sus-hépatiques principales restent libres à l'échodoppler et au scanner. Donc si la biopsie hépatique est réalisée, voilà ce qu'elle pourrait montrer. Donc une congestion, dilatation des signes, dilatation sinusoïdale, nécrose hépatocytaire au niveau des régions centrolobulaires, surtout dans les formes aiguës. Et dans les formes chroniques, en général, il est difficile de reconnaître les stigmates du Budd-Chiari parce qu'on a déjà un tableau des stigmates de cirrhose. Le Budd-Chiari est une expression ou est l'expression hépatique d'une thrombophilie sous-jacente. Vous avez un Budd-Chiari, dans la grande majorité des cas, il y a une affection thrombogène sous-jacente qu'il faut absolument rechercher par un bilan le plus exhaustif possible. Ce bilan permet de retenir ou de retrouver une étiologie dans près de 90% des cas. En fait, c'est variable selon les séries. Chez nous, ça se rapproche plutôt des 70, mais dans les centres experts, c'est plutôt 90 à 95% des cas. Donc voici les étiologies responsables du Budd-Chiari. En chef de file, nous avons les syndromes myéloprolifératifs, retrouvés dans la moitié des cas. Donc splénomégalie myéloïde, thrombocytémie essentielle et vaquèse. Les déficits en protéines de la coagulation, donc protéine C, S, antithrombine. La mutation du facteur 5 Leiden, là dans notre pays c'est un examen qui n'est pas disponible, donc on a eu à le faire dans le cadre d'un travail donc à l'étranger, sinon on utilise un test indirect qui est la résistance à la protéine C activée. Vous avez la mutation du 2 aussi, qui n'est pas vraiment disponible. La thrombophilie, donc toutes les autres causes de thrombophilie acquises, notamment les syndromes des antiphospholipides et autres maladies de système dominées par la maladie de B7. L'hémoglobinurie paroxystique nocturne aussi est une cause de Budd-Chiari qui est assez connue maintenant.
On recherche aussi les contraceptifs oraux et une cause locale. Donc la prise de contraceptifs oraux, qui est un facteur de risque de thrombose qui est reconnu, enfin connu actuellement depuis même 1985. Et on recherchera aussi une cause locale par les examens appropriés. Donc une cause locale, qu'est-ce que ça peut être? Donc c'est toutes les lésions qui peuvent comprimer les veines sous-hépatiques ou la veine cave supérieure suprahépatique. Il peut s'agir d'un carcinome hépatocellulaire ou autre tumeur maligne au niveau du dôme hépatique, d'un kyste hydatique au niveau du dôme hépatique, on en a eu beaucoup. Une autre tumeur de voisinage qui envahit aussi cette région, sarcome de la veine cave inférieure, myxome de l'oreillette droite, autres kystes parasitaires, des abcès hépatiques. Abcès hépatique, parfois ça peut comprimer aussi les veines hépatiques, et les traumatismes de la veine cave inférieure. On a eu un patient qui a développé un Budd-Chiari après traumatisme de la veine cave inférieure, et en fait il avait une pathologie, c'était pour une thrombose de la veine cave inférieure qui avait été opérée en chirurgie thoracique. Donc, dans le travail que nous avons effectué dans le service, je vous l'ai déjà dit, sur 115 patients, l'étiologie prédominante retrouvée était les syndromes myéloprolifératifs. Là, j'ai fait une petite comparaison avec les séries européennes, donc françaises, européennes et indiennes. Vous voyez que c'est un petit peu comparable. Le fait que le syndrome myéloprolifératif soit prédominant, donc est comparable aux résultats des séries européennes, mais vous voyez que nous avons eu 34% seulement et pas les 50% retrouvés dans la littérature. Mais là, je pense que c'est plutôt parce que nous n'avons pas pu faire de mutation du JAK2, c'est un examen spécifique pour diagnostiquer le Budd-Chiari chez tous nos patients. Nous l'avons fait chez pratiquement la moitié des malades. Syndrome des antiphospholipides retrouvé dans 21% des cas. Déficit en protéines de la coagulation, c'était plutôt, donc ils étaient dominés par le déficit en protéine C. Mutation du gène du facteur 2, nous l'avons fait chez une vingtaine de patients et il est revenu positif dans un cas. Et ce n'était pas isolé, le patient avait une autre pathologie thrombogène sous-jacente. Maladie cœliaque, là c'est une particularité de notre série, retrouvée dans 11,4% des cas, ce n'est pas rapporté dans les autres séries, donc c'est une association qui est assez particulière. HPN, 3,5% des cas. Alors une association étiologique a été retrouvée dans un tiers des cas, et en général dans les autres séries c'est entre un tiers et la moitié des cas. Alors ça c'est presque une règle en matière de Budd-Chiari, il ne faut pas se contenter d'une seule anomalie ou d'une seule cause de thrombophilie. Il faut toujours faire le bilan complet parce que le malade a une chance sur 3 pour avoir au moins 2 causes de thrombose. Donc c'est l'association de pathologies thrombogènes qui peut entraîner le syndrome de Budd-Chiari et rarement une seule maladie thrombogène. Donc chez tous les patients, qu'est-ce qui est préconisé par les sociétés savantes? Donc rechercher un antécédent personnel ou familial de thrombose veineuse profonde, une notion de prise de contraceptifs oraux ou de traitement hormonal au long cours. La mutation, cette fameuse mutation JAK2 qui est réalisée dans certains laboratoires chez nous, c'est à Serba Pasteur, ça coûte excessivement cher. Il y a certains labos qui ont commencé à le faire, il y a un biologiste à l'EHU d'Oran, il y a quelqu'un qui commence à lancer la technique au CPMC, mais ce n'est pas encore vraiment disponible, donc c'est difficile. Donc cette mutation JAK2 doit être réalisée normalement en première intention et lorsqu'elle est négative, on arrive à la biopsie osseuse. Pourquoi? Parce que c'est un examen invasif. La cytométrie de flux, donc à la recherche de l'HPN, la RPCA ou la mutation 5 Leiden, la mutation du 2, la recherche des maladies de système, donc par un bilan d'auto-immunité. N'oubliez pas, les anticorps anticardiolépines sont très importants. Il faut vraiment les faire et si le test ou le résultat est douteux, les refaire. Donc les anticorps anticardiolépines de type IgG et IgM et anti-bêta-2 microglobuline. Alors, il faut rechercher une maladie de B7, surtout lorsque vous avez une thrombose de la veine cave inférieure chez un sujet de sexe masculin jeune. Voilà. Il y a aussi un petit détail. Lorsque souvent les patients sont vus à un stade d'insuffisance hépatocellulaire, donc avec un taux de prothrombine bas, et dans ces cas-là, le dosage des protéines de la coagulation peut être fait, mais il sera ininterprétable. Donc ce n'est pas la peine d'aller demander protéines C, S et antithrombine lorsque le patient a un taux de prothrombine diminué.
Autre complément du bilan étiologique que nous avons, enfin qui n'est pas vraiment recommandé mais que nous jugeons utile de réaliser, c'est la sérologie de la maladie cœliaque, parce que vous l'avez vu, nous avons eu beaucoup d'associations Budd-Chiari et cœliaque. Un examen endoscopique, donc fibroscopie et coloscopie, parce qu'on a eu des colites inflammatoires découvertes au cours du bilan étiologique d'un Budd-Chiari. Vous savez, tous les états inflammatoires peuvent favoriser la thrombose veineuse profonde. Voilà. Et puis lorsque cela est possible, des biopsies duodénales systématiques. Nous l'avons vu, la mutation JAK2 est un examen important dans comment on appelle ça, dans la prise en charge diagnostique de ces patients. Quand est-ce qu'il faut penser au syndrome myéloprolifératif? C'est lorsque un patient a comment on appelle ça? Il a un Budd-Chiari, il a une hépatomégalie, il a une splénomégalie, mais il a des plaquettes supérieures à 200 000. Vous savez que quand on a une splénomégalie, normalement, il y a un hypersplénisme. Mais chez un patient qui a un Budd-Chiari, qui a une rate qui est supérieure à 2 et qui a des plaquettes supérieures à 200 000, franchement, il faut penser au syndrome myéloprolifératif. Si vous n'avez pas le JAK2, essayez de faire une biopsie ostéomédulaire. Donc pour l'association maladie cœliaque et Budd-Chiari, il y a eu des écrits dans la littérature, il y a eu une vingtaine de cas à peu près, il y a eu une vingtaine de cas publiés. La majorité de ces patients étaient originaires d'Afrique du Nord, et donc plusieurs hypothèses ont été émises: malabsorption de vitamine K, donc déficit en protéines qui sont synthétisées à partir de la vitamine K, hyperhomocystéinémie, anticoagulant lupique, géophagie aussi par certains auteurs. Facteurs génétiques, alors nous on a fait un petit travail concernant les antigènes HLA chez certains de nos patients qui avaient l'association Budd-Chiari et cœliaque. Eh bien, on n'a rien retrouvé de particulier. Les antigènes retrouvés étaient ceux de la maladie cœliaque, donc aucune particularité par rapport au cœliaque seul. En fait, on pense que cela est dû à la fréquence tout simplement de la maladie cœliaque dans notre pays. Alors, dans une petite étude qui a été réalisée dans l'Oranie, la fréquence de la maladie cœliaque était de 2,37 pour 1000 naissances vivantes. Voici l'auteur de cette étude. Donc, HPN et Budd-Chiari, y pensez à chaque fois que vous avez un tableau d'hémolyse avec anémie, donc chez un patient qui a un tableau de cirrhose et qui a une anémie avec LDH élevé, il faut penser à ça, surtout si la thrombose est étendue, donc elle est non seulement au niveau des sucs hépatiques, mais en plus elle est étendue au système porte. Là vraiment, ça doit tout de suite vous faire évoquer le diagnostic d'HPN et réaliser le test spécifique cytométrie en flux. Alors on passe au traitement rapidement. Les objectifs du traitement, c'est quoi? C'est traiter les symptômes, traiter l'étiologie lorsque cela est possible, prévenir l'extension de la thrombose par les anticoagulants, rétablissement du drainage veineux hépatique par l'angioplastie et le type, ce que vous voyez ici, c'est un shunt qui est placé par voie transjugulaire entre une veine sus-hépatique et la branche portale droite, et ce shunt-là règle beaucoup de problèmes à tel point que c'est devenu le gold standard du traitement du Budd-Chiari. Et en ultime recours, nous avons la transplantation hépatique qui est actuellement le seul traitement chirurgical admis au cours du Budd-Chiari. On ne parle plus de dérivation porto-cave ou de dérivation mésentérico-atriale et tout. Tout ça, c'est oublié. Donc, traiter les manifestations cliniques, je n'ai pas besoin de vous les rappeler, c'est exactement comme pour les cirrhoses, donc traiter l'acide, l'hémorragie digestive, l'encéphalopathie. Alors, les anticoagulants, c'est un traitement au long cours, il ne faut pas l'arrêter, c'est un traitement très important, même si vous avez un TP bas, même si vous avez des plaquettes basses, il faut absolument commencer le plus vite possible les anticoagulants, et l'objectif thérapeutique, c'est un INR entre 2 et 3. Le risque hémorragique, bien sûr, n'est pas négligeable. D'ailleurs, il y a un travail qui a été effectué récemment par l'équipe de Beaujon, qui sont vraiment la référence en matière de Budd-Chiari. Et ils ont trouvé que le risque hémorragique était important chez les patients qui avaient des varices œsophagiennes supérieures au grade 2. Et ce risque hémorragique était aussi lié aux parasynthèses. Lorsqu'on fait des ponctions d'acide à ces patients-là sans arrêter le syntron. Parce que normalement, il faut arrêter le syntron, passer au Lovenox, faire sa ponction et ensuite remettre tout ça. Mais souvent, les patients sont vus, donc pas chez nous, ils sont vus dans leur ville d'origine et ils ont des ponctions d'acide sous syntron, et là, ça peut faire des dégâts. Et on a perdu il me semble 3 patients à cause d'une acide hémorragique.
Voilà, donc traitement étiologique, on l'a vu, bon, c'est lorsque, par exemple, on sait on a pu diagnostiquer un syndrome myéloprolifératif, c'est l'hydréa. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si jamais il y a une tumeur ou un kyste hydatique compressif, c'est essayer de lever l'obstacle. Alors l'angioplastie, vous le voyez ici, on rentre par un cathéter, on localise la sténose, on gonfle le ballonnet, on dilate et par la suite on met un stent ou une prothèse. La seule indication, c'est en général la sténose courte d'une veine hépatique ou de la veine cave inférieure. Mais là, bon, il y a beaucoup de complications, ça peut migrer, ça peut se sténoser ultérieurement. Le TIPS, on a vu ce que c'était, le TIPS. Alors, il peut être indiqué dans différentes situations, dans des formes aiguës, s'il y a une hémorragie, donc acide réfractaire, hémorragie réfractaire au traitement endoscopique, dans les formes chroniques, donc cirrhose avancée avec acide réfractaire en attendant la transplantation hépatique, et il y a eu même des sorties de liste de transplantation hépatique grâce au TIPS. C'est pour ça que maintenant on considère que c'est la pierre angulaire du traitement du Budd-Chiari. Vous voyez ici, ça a permis d'améliorer carrément la survie sans transplantation hépatique. Vous voyez ici, à 10 ans, on est autour de 70%, ce qui est considérable. Alors, les complications du TIPS, c'est essentiellement l'encéphalopathie hépatique et la thrombose. Donc, régulièrement, voyez votre radiologue pour qu'il vous fasse des échodoppler. Au début, c'est tous les 3 mois, ensuite tous les 6 mois ou moins, parce que la thrombose du TIPS, en fait, il faut essayer de la détecter avant qu'elle ne s'installe. Dès qu'il y a une perturbation du flux, il faut agir, intervenir, sinon après ça va être trop tard. C'est pour ça que j'ai écrit ici surveillance armée. Alors la transplantation hépatique dans la littérature pour Budd-Chiari, alors 27% de 3% de l'ensemble des transplantations selon le registre européen de TH. Ça veut dire que c'est rien du tout. Mais en Algérie, sur notre petite expérience, quand même, le Budd-Chiari est arrivé en 3e position dans les indications de greffe. Ça s'explique parce qu'on n'a pas de TIPS et on n'a pas d'angioplastie, on n'a aucune autre alternative à part les anticoagulants. Donc quand le patient décompense, on n'a rien d'autre à faire que de le mettre sur la liste de transplantation. Et entre nous soit dit, nous avons eu des résultats catastrophiques chez ces patients-là, Budd-Chiari transplantés. 4 patients décédés sur 6. À cause de la récidive de la maladie hépatique post-transplantation, donc sur le greffon. Donc pour conclure, l'attitude pratique, lorsque le patient a un Budd-Chiari, si jamais il y a des manifestations, s'il n'a pas de manifestations cliniques, l'anticoagulation suffit. S'il a des manifestations cliniques, il faut des anticoagulants en même temps, traitement médical de ces, on l'a vu, complications de la cirrhose. Angioplastie avec ou sans stent, thrombolyse on oublie, on ne le fait plus. Et donc angioplastie avec ou sans stent si c'est une sténose courte, TIPS dans les autres cas. Donc c'est une prise en charge par étapes. Parfois juste les anticoagulants et le traitement médical suffit. Dans la moitié des cas, on doit recourir au TIPS et dans 10 à 20% des cas, le TIPS ne suffit pas. Il faut arriver à la transplantation hépatique. Là, pour finir, juste vous voyez une étude, ça c'est un article vraiment intéressant, c'est l'étude ENVI, c'est une étude multicentrique européenne où vous voyez que le taux de survie global chez ces patients qui ont un Budd-Chiari à 3 ans est quand même très important, donc vous voyez 89% à 3 ans. Dans notre série, du fait de la, disons, mauvaise prise en charge, mais faute de moyens thérapeutiques adéquats, nous avons eu 54% de taux de survie à 3 ans.